Bienvenue dans toutes les France. Malgré leur pleine participation aux révolutions, le statut et la situation des femmes restent peu enviables après les printemps arabes. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Shahinaz Abdessalem, vous êtes blogueuse et militante égyptienne. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Égypte, les débuts de la liberté » publié aux éditions Michel Lafon. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Caroline Laurent-Simon, vous êtes grand reporter à Elle, l'hebdomadaire féminin bien connu. Vous avez réalisé un certain nombre de reportages, notamment en Tunisie et en Égypte. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, Darina Al-Joundi, vous êtes auteure et comédienne. Merci d'être avec nous. Vous êtes syrienne ? Syro-libanaise. Syro-libanaise. Merci d'être avec nous. Vous venez récemment également d'obtenir la nationalité française. Donc vous êtes, grâce au théâtre. Voilà. Et à vos côtés, Nadia Elfani, réalisatrice tunisienne. Vous avez réalisé de nombreux films. On va citer aujourd'hui Laïcité, Inch'Allah, dont nous avions déjà parlé dans toutes les France. Et votre dernier film s'intitule Même pas mal. C'est un film aux circonstances particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est un film qui fait le parallèle entre le cancer que j'ai eu pendant le montage de mon film Laïcité Inch'Allah et ce qui arrivait à la Tunisie post-révolutionnaire, avec ce que moi j'appelle le cancer des islamistes. Même pas mal, extrait. Avant-hier, le 13 janvier, on m'a annoncé que c'est plus grave que prévu. La révolution tunisienne s'est faite en dehors des islamistes avec des slogans qui n'étaient pas du tout religieux, qui étaient, comme vous dites, sur des principes de liberté et de dignité. يظهر لي كي يجيو ضد الفن وضد الحقوق النساء والكل معناتها هما اللي بروفوكاتور هما اللي يحبوا يرجعونا لتالي فهمتني انا ما نحبش نحب نقدمه. Mais je ne comprends pas pourquoi Facebook ne ferme pas cette page, parce que il y a plein de gens qui l'ont signalé. Mais c'est pas le film, c'est moi, c'est ma personne. Elle a osé dire qu'elle n'était pas croyante. Il y a une fatwa sur elle. Et je veux ajouter un détail effrayant. Comme elle est malade de cancer, elle est chauve. Et sur un des sites de la fatwa, on peut lire des millions de crachats pour mettre à mort la truie chauve. J'ai bien peur que les artistes soient en danger aujourd'hui parce qu'on a bien vu malheureusement par le passé, dans d'autres pays, on a des exemples. À chaque fois qu'on veut toucher à la liberté, quelle qu'elle soit, on commence par s'attaquer aux intellectuels et aux artistes parce que justement ce sont eux qui portent la parole libre. Ça n'est pas si facile. Ça n'est pas si facile, c'est peut-être même le plus difficile d'aller contre ses amis que de pouvoir accepter, voire provoquer, comme pour Nadia, le conflit. Nadia Elfani, où sont passées les aspirations de la Révolution ? Non, je crois que pour un certain nombre de Tunisiens, elles sont toujours là, les aspirations. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut se battre et que la lutte, c'est dur, c'est long. Ça demande des sacrifices et que parfois, pour la classe bourgeoise ou petite bourgeoise, ça demande de laisser tomber une certaine partie de notre confort pour être aux côtés de ceux qui se sont battus pour qu'on ait aujourd'hui le minimum qu'on a acquis avec cette révolution, c'est la liberté de parole. Donc si on veut continuer à obtenir d'autres libertés, il va falloir continuer à se battre. Mais certains parlent de régression par rapport au statut ou à la situation de la femme en Tunisie avant cette révolution. Écoutez, moi je ne crois pas à la régression pour l'instant en Tunisie. Je crois qu'il y a des tentatives de faire régresser la société tunisienne, qui était quand même une société qui avait des aspirations modernes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les progressistes de ce pays prennent en charge, je répète, la lutte pour les autres, parce que c'est à l'élite de montrer le chemin. Caroline Laurent-Simon, vous avez été en Tunisie à plusieurs reprises, après cette révolution et les attentes, les aspirations de millions de Tunisiens. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui ?
D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Nadia. C'est en tout cas ce que beaucoup de jeunes femmes qui n'appartiennent pas à des classes sociales bourgeoises ou aisées. Voilà, ou aisées en tout cas disent il faut nous aider. Il faut aussi que les gens qui ont le pouvoir ou qui nous aident. Moi, ce que j'entends souvent, c'est pour ça que je retourne très régulièrement à Tunis en fait, c'est que j'entends souvent depuis la révolution à laquelle j'ai assisté, j'étais dans la foule avec tellement de femmes, tellement de jeunes filles, de femmes de tous les âges, de toutes les conditions. Et très rapidement après, elles m'ont dit, quand j'y retournais, ou par mail ou par téléphone, on nous vole notre révolution. Je me souviens aussi d'avoir interviewé Shahinaz pour l'Égypte, et Shahinaz aussi m'avait dit ça. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de documenter. Et qu'est-ce qui fait qu'on leur vole comment vivent-ils les droits en 56, Bourguiba permet aux femmes, avec le code du statut personnel, permet aux femmes d'obtenir le divorce et interdit les lois civiles, surtout. Parmi les lois civiles, Oui. et interdit la polygamie. Aujourd'hui, on entend, alors c'est toujours un peu feutré, mais c'est les craintes des Tunisiennes et de certaines Égyptiennes aussi, de beaucoup de jeunes Égyptiennes. On entend que l'âge légal du mariage, par exemple, peut être rabaissé. Oui. On entend, il y a toutes ces histoires de viol aussi, de violence contre les femmes. Il y a quand même des attaques extrêmement ciblées contre les femmes, alors des viols ou pas, ou des insultes dans la rue. Donc oui, c'est une régression. C'est pas pour ça qu'on vole leur révolution. Non, mais elles ont le sentiment Oui, mais que la démocratie pour elles... Cette phrase un peu me dérange parce que c'est comme si j'ai l'impression qu'on devient tous un peu naïfs là, parce que toujours après la révolution, on entend ça. Dans l'histoire de l'humanité, l'histoire des révolutions... On entend quoi? Que les femmes sont persécutées? Non, pas les femmes. Avant tout, on entend toujours que ceux qui ont fait la révolution, on leur a volé leur révolution par rapport aux femmes. Dans notre monde arabe, je parle de ce que je connais plus que le reste, on a toujours vécu ça, que ce soit dans les années 1900, au début du XXe siècle, en Égypte... Dalina Djondi, parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une révolution, vous l'avez suivie, elle a commencé, ces révolutions ont commencé en Tunisie, vous avez vu des femmes participer à ces révolutions. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là en voyant ces femmes être Le combat parfois... va commencer, parce qu'après la révolution, c'est maintenant que le combat commence. Oui. Parce que ces acquis, par exemple, pour la femme tunisienne, elle doit se battre pour les garder. Et Ben Ali n'était pas l'assurance pour garder ses acquis. C'était juste quelqu'un qui enterre tous les problèmes, mais qu'on n'en règle rien. Au fait, la Tunisienne a ses droits depuis 1956, mais la société tunisienne n'a pas vraiment suivi ces lois. Il y a toujours eu une ambiance... Parce que le patriarcat Exactement. essaye de faire croire que tout le problème, c'est l'avancée des lois pour les femmes en Tunisie et que ça va contre la religion. Et c'est bien pour ça, je pense que moi j'ai été hyper attaquée par mon film, c'est parce que en pointant du doigt justement le fait de vouloir séparer la religion du politique, les islamistes comprenaient bien qu'ils allaient perdre une bataille dans notre société s'ils acceptaient qu'on ait un régime civil. Ils ont gagné les élections. Ils n'ont pas gagné les élections. Alors. Ils ont fait 33% en Tunisie. Ils ont eu 40% des sièges à l'Assemblée constituante. Ce qui s'est passé en Tunisie, c'est qu'il y a eu une trahison de la part des progressistes. Laïcs. J'appelle ça une trahison. Quand un soi-disant président provisoire, M. Marzouki, qui a été protégé par la France pendant 20 ans ici, sous un régime laïque, en tant qu'opposants, bien sûr, en tant qu'opposants, ils étaient tous opposants. Dès qu'ils étaient à l'étranger, ils étaient tous opposants. Ils ont eu du courage, certes. Je ne vais pas minimiser leur rôle. Mais est-ce qu'on a du courage le jour où on a face à nous un parti politique qu'on sait, conservateur, qu'on sait qui veut faire retourner la Tunisie en arrière, aller vendre ses principes laïques de liberté pour être un président d'une république passagère? Parce parlons des Tunisiennes et des Tunisiens. Est-ce qu'il n'y a pas eu une envie de changer de régime, entre guillemets, et d'aller voter aussi pour ceux qui étaient considérés un peu plus... Oui, ils ont cru qu'ils étaient plus propres que les autres. Oui. Mais depuis 1 an et demi, les Tunisiens sont bien en train de se rendre compte que c'est les mêmes, qu'ils utilisent... comme en Égypte. Ils utilisent le même régime. Ils utilisent le même régime, la même police, la même justice. La même corruption. Avec les mêmes méthodes. Ils ont placé leur gendre, leur cousin, leur beau-frère...
de préférence, hein, c'est toujours des hommes. Et ça, la rue en Tunisie Caroline. le dit beaucoup. Ça, oui, elle a raison, Ouais. moi j'en reviens. Les gens le disent beaucoup. Et c'est pour ça que finalement, les islamistes, à l'épreuve du pouvoir, encore une fois, Nadia a raison d'insister sur le fait que toute la Tunisie n'a pas voté pour Enarda. Oui, de la comme même en façon. Égypte. Non, enfin, de la même dans façon aucun qu'en pays Égypte. où il y a des élections démocratiques, toute la population Non, vote pour un mais seul c'était parti. Il n'y a la pas eu même un raz-de-marée. je En veux dire. Égypte, par exemple, c'était sur fond d'abstention énorme. Oui. Et ça, il faut bien le rappeler. C'était- 50% de participation en Égypte, c'est énorme. Oui, mais il y Sachez avait que le taux de surtout- participation aux élections américaines, par le exemple, problème de est de l'Égypte, 60%. qu'il y avait Shafik en face, qui Voilà. est un que- des gens qui ont travaillé avec Moubarak. Donc il y avait des gens des qui gauchistes n'arrivaient qui pas Attendez, à parlez pas en même temps. Oui, pardon. D'accord. Shahinaz, oui. Non, je veux dire, oui, c'est vrai qu'après, il y a des gens comme moi, des activistes qui sont des libéraux et gauchistes, qui ont voté pour Morsi, le candidat frère musulman, parce qu'ils ne veulent pas d'un de Shafik. quelqu'un de ex-régime Moubarak. D'accord, Et pour la femme, moi, je trouve que c'était... En fait, la révolution, la situation de la femme en Égypte, ça ne change pas avec la révolution, parce que c'est vraiment un combat qui a commencé depuis longtemps. Et c'est pareil, Moubarak, il utilisait les femmes pour décoration. Il faisait des lois pour montrer au monde qu'ils sont... on est modéré, la femme, elle a des droits, mais c'était vraiment décor. C'est Pareil, quoi des lois par exemple, il a décoration essayé de faire des lois contre l'excision. Oui, avec Mais après, Suzanne Moubarak qui avec était Suzanne partout. Suzanne Moubarak qui était partout, qui disait par exemple, il n'y a pas d'harcèlement sexuel en Égypte. Pour montrer une image, parce qu'elle a dit, parce que j'étais jamais harcelée, par exemple. Mais oui, bien sûr, Avec t'as- les gardes t'as du corps. 50 gardes-corps avec toi. Bien sûr, tu n'étais jamais harcelée, mais marche dans la rue. Vous avez été harcelé, vous Ah bah oui, bien sûr, c'est 80. Moi, je pense 99% des femmes égyptiennes harcelées dans la rue. Moi, je peux pas marcher dans la rue. Comment se manifeste ce harcèlement? Bah oui, tu as quelqu'un qui te suit, il te dit des mots, parfois il essaye de toucher ton corps. Toutes les filles, toutes. Moi, j'ai appris ça quand Voilées ou j'avais pas? 12 Mais ans. pardon, Oui, quand j'avais 12 ans, il y a des rues, je regarde bien, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ah oui, il y a un groupe des hommes, je passe pas par là. Ou parfois, je sors même pas de chez moi. Hein. Mais j'ai eu un peu le courage après de répondre et courir derrière eux ou jeter des pierres. Ouais, ben oui, c'était la seule solution. Là, dernièrement, en Darina. Égypte, la fille qui a couru derrière celui qui l'a harcelé, qui l'a frappé, il y a eu tellement d'harcèlement en Égypte qu'ils ont même fait un film qui est sorti en France, qui a eu un grand succès, qui s'appelle Oui, Les le femmes du bus, bus 678, qui est inspiré des faits réels que moi j'avais vrai. suivis sur YouTube, avec cette fille dans le stade avec ou l'autre qui a Nora été Hosty, attaquée. Donc, les femmes et les artistes s'y mêlent de ces combats et ils y participent. Mais par exemple, le harcèlement se trouve pas seulement en Égypte. À Damas, dans les rues, dans les souks, on est toutes, on nous pince, on nous bus. tient les seins. Dans le métro, même au ici. Caire, il y a 2 compartiments pour les femmes. d'ailleurs. Excusez-moi, mais même ici, pendant la sortie de ce film, j'étais en train de suivre les débats et de le présenter dans des festivals. J'ai été surprise d'entendre des Françaises qui me disent « Mais madame, l'histoire du citron que les hommes mettent dans la poche pour quand ils touchent une femme dans le bus ou dans le métro, si elle dit c'est une érection, il va le dire non, c'est le citron que j'ai dans la poche. » Il y a une Française qui m'a dit « Mais moi j'ai eu ça ici, dans le métro parisien. » Mais c'était un citron? Il a toujours le citron, le monsieur. Regardez. Effectivement, là on rigole un petit peu, mais la situation de millions de femmes est très pénible et peu rien n'a enviable changé, à cause rien n'a de changé. cette situation. Et on va d'ailleurs revenir sur un fait que vous avez suivi également, Nadia Elfani, qui est ce viol en Tunisie d'une femme par des policiers. Après ce viol, la femme a été accusée pour outrage aux mœurs. Regardez. Sous la serviette, c'est le petit ami. Juste devant, recouverte d'un voile noir intégral, blottie contre son avocate, c'est la jeune fille qui affirme avoir été violée par 2 policiers. Et pourtant, c'est elle qui vient de comparaître devant la justice, car les violeurs présumés l'accusent d'atteinte à la pudeur. Avant le viol, elle était, selon eux, dans une voiture avec son fiancé dans une position jugée immorale par les autorités. Première réaction de la défense. Il n'y a pas de fondement juridique, il n'y a pas de fondement de fait. Donc on s'attend à une décision d'acquittement de la part de monsieur le juge d'instruction. C'est ce que souhaite la jeune fille qui, pour sa sécurité, garde l'anonymat. Je le dis à toutes les femmes de Tunisie et d'ailleurs. Vous ne devez pas vous taire. Sinon, vous allez continuer à souffrir. Si vous vous battez, vos droits seront respectés. Rien n'est encore gagné et c'est pour cela qu'ils sont venus devant le tribunal par centaines pour crier leur colère et soutenir la jeune fille voilée. La foule dénonce le machisme, l'hypocrisie et surtout les schémas archaïques. La femme
qui sort tard la nuit, qui n'est pas voilée, qui est dans une position indécente, elle éveille le désir de l'homme. Devant le palais de justice, l'affaire provoque bien des débats. Certains veulent voir la jeune fille condamnée à 6 mois de prison pour atteinte à la pudeur. Mais la plupart des manifestants sont scandalisés de voir une victime comparaître sur le banc des accusés. Pour eux, c'est la conséquence de l'arrivée au pouvoir des islamistes qui instaurent progressivement un nouvel ordre moral. Moi, je vous dis, dans la rue, je le sens tous les jours. On est toujours agressé, les femmes. Moi, je vous dis, si je marche à pied, je suis agressée par ma tenue vestimentaire. Si je suis en voiture, je conduis, je suis insultée. Mais les gros mots que j'entends, je ne peux pas vous dire. Après un long silence, le Premier ministre du gouvernement islamiste vient de condamner le viol perpétré par les policiers. Reste à savoir si les charges vont être abandonnées contre la jeune fille. Quant aux policiers, eh bien, en théorie, ils risquent la peine de mort. Julien Pan nous a rejoint comme chaque semaine pour sa chronique en partenariat avec les observateurs de France 24, la chaîne internationale d'information continue. Vous avez, à défaut de pouvoir se battre parfois dans la rue et de manifester, parce qu'elles n'ont pas toujours été ou n'ont pas pu être nombreuses dans la rue, les femmes utilisent de manière intensive les réseaux sociaux pour faire valoir leurs revendications. Julien. Ouais, vous le savez, Ahmed, avec les observateurs de France 24, on a beaucoup suivi les révolutions tunisiennes, égyptiennes et autres. Et peut-être aussi une révolution au Bahreïn dont on parle moins et je parle souvent parce qu'on l'oublie un peu. Et l'impression que j'ai eue en suivant ces révolutions, c'est qu'elles étaient vues aussi par le prisme des médias et par le prisme des réseaux sociaux, qui est un prisme déformant à mon sens. Je vais vous montrer pourquoi. Par exemple, sur cette photo, c'est une jeune femme au Bahreïn qui donne une image de modernité. Une jeune fille derrière elle, la filme avec un téléphone portable, elle montre qu'elle a été agressée, mais en même temps elle téléphone. Ça, c'est l'image qu'on donne et c'est l'image qui va circuler sur Twitter et sur Facebook. Sauf que la révolution au Bahreïn, c'est aussi ça. C'est aussi des femmes et des hommes qui défilent, non seulement voilés, mais séparés. Alors vous le voyez aussi, ici, elles reçoivent quand même le canon à eau ne les rate pas. Et la répression, elle est pour tout le monde, femmes comme hommes, et elles n'ont pas été épargnées au Bahreïn non plus. Mais c'est peut-être une image qu'on ne montre pas non plus beaucoup dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Autre exemple, cette image, vous devez la connaître parce que c'est une image qui a été emblématique de la révolution égyptienne. Elle m'intéresse pourquoi ? Parce que c'est une femme, elle symbolisait pour l'Occident la révolte des femmes en Égypte, qui à la fois jette des pierres et en même temps il y a cette culotte presque sexy qui montre que je reste une femme et je jette des pierres. D'accord, il y a eu des femmes qui ont fait ça. En jetant la pierre, elle n'a pas fait ce calcul. Probablement pas, mais ça veut dire que c'est pas un hasard si elle a été sélectionnée sur les réseaux comme image emblématique. Parce qu'après, si on regardait dans la rue égyptienne, évidemment que les femmes se sont battues. Mais c'était à peu près à cette proportion-là. On a effectivement 2 femmes ici, dans une marée d'hommes. Mais là, Julien, vous avez choisi une photo, parmi des centaines d'autres. Tout à fait. Mais Place Tahrir, il y avait énormément de femmes. Pour le coup, moi j'étais à ce moment-là au bureau et je parlais avec nos reporters sur place. Et j'ai eu le sentiment, mais on va en discuter après, c'est bien. C'est que j'ai eu le sentiment quand même que les femmes, notamment, et surtout quand ça clashait, par définition, étaient beaucoup moins nombreuses que les hommes. Pendant les 18 jours, non. Et regardons ce qui s'est passé après, justement, en Égypte. Et on a parlé tout à l'heure de l'excision. Selon plusieurs études, il y a plus de 90% des femmes qui sont excisées en Égypte. On aurait pu s'attendre qu'après la Révolution, même si c'est les frères musulmans qui prennent le pouvoir, ils s'intéressent à ce problème. Ils ont été interpellés sur Twitter et j'ai retrouvé le tweet de réponse. On leur disait « Pourquoi vous ne faites pas une loi sur l'excision ?» Sur l'interdiction de l'excision. Sur l'interdiction de l'excision, évidemment. Et j'ai retrouvé le tweet d'un des comptes Twitter qui disait texto la loi sur l'excision n'est clairement pas une priorité pour les frères musulmans. Il y a d'autres sujets plus urgents. Bien sûr. Je serais une femme égyptienne, ça me ferait peur. C'est le genre de tweet. En plus, il n'y a pas une loi réellement, c'est des mœurs et des traditions. Il n'y a pas une loi qui oblige l'excision, mais il n'y a pas une loi qui l'interdise. Et c'est d'autant plus contradictoire que la religion n'impose pas l'excision. Ils ont fait des campagnes. Les femmes musulmans ne vont jamais dire on est pour l'excision. Mais ils vont toujours utiliser des périphrases pour dire on n'est pas contre, en gros. Ou alors c'est pas un problème principal. C'est pas le problème. Vous avez une série de très belles images aussi de femmes qui se battent. C'est pour donner un peu d'espoir quand même en cette fin de chronique. Il y a des bonnes choses qui se passent aussi dans le monde arabe, notamment cette page Facebook que vous devez connaître qui s'appelle Je suis pour la révolte des femmes dans le monde arabe. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a 60 000 femmes qui ont non seulement cliqué, mais ensuite qui se sont pris en photo. Partie prenante de ça. C'est Yalda Younes. Je regarde, oui, mais je ne suis pas la fondateur, mais bien sûr, je soutiens. Une des fondatrices, c'est une Libanaise qui s'appelle Yalda Younes, qui a elle-même fait monter le Laïc Pride au Liban et une des fondatrices de la page.
Je trouve que c'est une page magnifique. Les messages, je ne peux pas vous les lire tous, il y en a énormément sur cette page. Il y a une réelle inventivité. Ce qui est intéressant, par exemple, il y a celui-là, on a parlé du divorce. Cette femme dit « Oui, je suis divorcée, mais c'est pas pour ça que je suis une putain. » Je pense que c'est quelque chose il y a une attaque électronique aussi sur la page. Des radicaux. Il y a une attaque électronique sur la page. Je vais en parler justement après, vous allez voir. J'ai cette image aussi que vous avez peut-être vue, qui est devenue un peu emblématique de la page, parce que c'est une jeune femme qui dit en gros, je viens d'enlever le voile, ça fait 20 ans que je n'avais pas senti le vent sur ma peau. C'est assez poétique, c'est sur mes cheveux. Oui, parce qu'en général, c'est sur les cheveux. Elle dit les cheveux et le corps, elle utilise les deux mots. Il faut savoir que cette page, elle a disparu de Facebook. Pourquoi ? Parce que les islamistes sont extrêmement organisés sur Facebook et que dès qu'une image ne leur plaît pas, surtout sur les droits sur les femmes, ils vont attaquer Facebook en disant c'est une image qu'il faut retirer. Facebook étant un peu machine, ordinateur, il retire la page.